merci d'être là. Donc, un samedi, c'est tout matin. Il reste une petite demi-heure. Oui, c'est ça. On l'a dédié à une table ronde, pas seulement sur le sujet de la matinée, mais ça peut être sur tout le colloque MEDAC 4. On va travailler sur les compétences au sens large. Beaucoup d'entre nous ont découvert les batchs, les open batchs et tout le travail qu'il y a derrière. Et puis, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de badge. Donc, dans le parcours de formation, si les formateurs ne sont pas formés à cet effet, donc d'où l'intérêt de travailler sur le renforcement des compétences des formateurs en ingénierie pour être à la page, pour pouvoir manipuler ce terme, c'est générique, les compétences au sens large. Donc, voilà. Je pense que nous prenons tous conscience que nous sommes en Tunisie dans le début du chemin, je pense. On le voit. Si je reprends les termes de Stéphane tout à l'heure et d'hier également, quand il parle du 3+2, je vois que dans la salle, et puis même au-delà de la salle, on peut parler d'établissements ou d'acteurs qui sont novices à traiter ces aspects de compétences de badge. Il y a certainement des personnes qui sont dans des niveaux intermédiaires, et puis il y a des gens qui comprennent très bien tout ça. Donc le RMI a contribué déjà dès le départ, donc le premier colloque MEDAC a tracé un petit peu le chemin. Pendant ce deuxième colloque en Tunisie, je pense que la contribution, elle est nette. Moi, j'ai eu à discuter avec pas mal d'entre vous, surtout ceux qui découvrent. Donc, il y a une meilleure compréhension. Donc, il y a des défis à relever pour pouvoir passer d'un palier à un autre. Tous nos établissements en Tunisie ont besoin que les acteurs se rallient pour relever ces défis et parler de plus en plus et de mieux en mieux de ces compétences et de les intégrer pratiquement dans la création des offres de formation, dans les évaluations des compétences, etc. Notre pays le mérite amplement. Alors le débat est ouvert à toute forme de questions. Nous avons la chance d'avoir les conférenciers, les experts qui sont toujours là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que j'aimerais qu'on garde peut-être 5 minutes, 10 minutes à la fin pour essayer de se projeter sur la 5e édition de ce colloque et partager avec vous peut-être pour être quelques pistes sur lesquelles le comité d'organisation va réfléchir dans les prochains mois pour proposer une nouvelle échéance. Mais c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que disait Ahmed à l'instant. Peut-être que sur les premières présentations qui ont été faites de ces référentiels de compétences, il y a un vocabulaire, il y a une méthodologie qui peut paraître en fait compliquée, complexe quand on la saisit pour la première fois. Mais ce qu'il faut vraiment arriver à comprendre en passant ce premier step, c'est que c'est vraiment un instrument, un réel instrument qui est à la disposition de l'établissement pour réellement progresser. Et puis aussi, moi, ce que j'ai noté en interne à l'école, pour quelque part, je ne sais plus, ça fait écho aux collègues qui en parlaient hier, pour ressouder l'équipe enseignante autour d'un projet pédagogique qui est visible par tout le monde. Et ça, c'est réellement un outil qui est efficace pour ça. Ça permet de ressouder l'équipe enseignante sur un projet pédagogique commun, auquel sont associés bien évidemment également les étudiants. Alors, Dominique. Merci, je voudrais juste profiter de l'occasion, non pas pour faire de la publicité, mais néanmoins pour dire qu'en effet, par rapport à ce qui a été
difficultés, notamment liées à l'aspect terminologie, à l'aspect polysémie, etc. Alors, je voudrais juste dire que l'association dont j'ai parlé hier, dont je suis le président, la CITEF, qui est donc le réseau des sciences pour l'ingénieur de l'AUF, on avait pris conscience de cela il y a maintenant un colloque qu'on avait organisé au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris en 2013, une dizaine d'années, qui nous a d'ailleurs conduit un peu à nous spécialiser cette association dans l'accompagnement d'établissements qui le souhaitent. On l'a fait à Madagascar, on l'a fait à Guinée, au Cameroun, dans le cadre de la francophonie universitaire. Et nous avons mis en place, on a édité un petit guide qui s'appelle le guide méthodologique, qui est une vingtaine de pages et qui est illustré après par deux exemples, justement un exemple qui a été conduit à Madagascar et un exemple qui a été conduit en France à l'Université de Limoges sur une licence professionnelle. Et je pense que ce guide peut partiellement répondre à quelques préoccupations qui ont été mises hier, notamment par rapport à la terminologie, à la glossaire, etc. Donc il est en ligne. Il est en ligne sur notre site, www.réseau-citef.org, je l'avais mentionné hier à la fin de mon exposé. Et je crois qu'effectivement, c'est peut-être le point de départ de la compréhension, c'est qu'on ait un langage à peu près commun, une compréhension de termes qui parfois, on l'a vu, peuvent aboutir sinon à des confusions, en tous les cas, des malentendus, des incompréhensions. Ne sont pas trop importantes, est-ce que obligatoirement il faut attendre 2 ans pour renouveler la demande? Bon, merci. Alors, micro. Oui, alors le principe de la recevabilité, hein, c'est un principe qui est né il y a quelques temps, suite à un exemple d'ailleurs qui me semble était en Tunisie, d'un déplacement d'une équipe d'audit dans une école qui s'est retrouvée en fait dans une situation embarrassante parce que très vite, en arrivant dans l'école, on s'est aperçu que les choses n'étaient pas au point et que de toute façon, on avait dépensé de l'argent, l'école avait dépensé de l'argent, la CTI avait dépensé du temps, et alors qu'on aurait pu voir à l'avance que ça ne marchait pas. Donc on a fait ce dossier de recevabilité. Tout ça demande quand même un peu de travail. Hein. Donc effectivement, le principe, hein, c'est qu'on va regarder sur ce dossier de recevabilité si ça vaut le coup d'envoyer une équipe d'audit. C'est-à-dire en gros, si l'école montre un certain nombre d'éléments, ça ne veut pas dire que l'équipe d'audit soit positive à la fin ou pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Et en général, quand c'est non, c'est qu'il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas au point. Et du coup, on a demandé du temps pour remettre ça au point. Donc c'est pour ça qu'on demande que la recevabilité se refasse après 2 années. Donc voilà. Les critères les critères, c'est l'adéquation, ça va être l'adéquation au référentiel REO. Hein. Par contre, le nombre d'éléments qu'on demande dans un dossier de recevabilité est beaucoup plus léger que, bien sûr, on ne demande pas de faire un rapport d'auto-évaluation, sinon c'est faire travailler l'école. On demande des choses très simples. Enfin, très simples. Le dossier de recevabilité est en train de changer, on va être un peu plus précis. Le précédent était pas assez précis, ce qui faisait qu'on avait du mal à évaluer les choses, on devait demander souvent des éléments complémentaires. Il va être plus précis, on est en train de le modifier.
suis membre de la commission chargée du référentiel. On travaille sur l'accréditation et donc on travaille sur le dossier de recevabilité pour rebondir sur la terminologie et les difficultés qu'on a trouvées. Donc, par exemple, je peux faire le parallèle entre ce colloque. Donc, je pourrais faire le parallèle en étant un atelier. Par exemple, on a des modules. On a des modules où on invite des experts pour nous. Et après, donc, comment, par exemple, dans le module qu'on pourrait l'appeler, par exemple, l'accréditation, et dans lequel on invite des experts. Après, donc, en tant qu'apprenant maintenant, je pars. Donc, après les 2 jours, donc, qu'est-ce que je dois mettre comment je vais l'introduire dans ma fiche module? Est-ce que maintenant j'ai clarifié un petit peu quelques notions, disons les compétences? Bon, j'ai adoré le terme potentiel compétence en tant que, puisque la compétence pourrait être donc, acquise après des années d'expérience. Peut-être on pourrait donc appeler potentiel de compétences, et dans la fiche du module, on parlerait plutôt d'acquis d'apprentissage plutôt que de compétences. Parce qu'on a, lorsqu'on a établi des fiches, donc on met des objectifs, fiche module, par exemple. Donc on a établi des objectifs spécifiques et puis on a mis des compétences. Alors que, peut-être je me trompe, je me rends compte, ce sont peut-être les compétences que je mets dans les fiches modules, ce sont peut-être les acquis d'apprentissage. Et là, lorsque maintenant je transpose encore une fois par rapport à l'atelier, on a dit, qu'est-ce qu'on va mettre? Des acquis de connaissances. Honnêtement, quelques connaissances. Donc, qu'est-ce que je devrais mettre dans les fiches de module? En gros. Donc, je vous remercie, tous les conférenciers. Vous voulez répondre à la question? Non. C'est pas une réponse directe, mais c'est un commentaire et puis dans une leçon qui revient à chaque fois que l'on travaille avec des collègues, notamment ceux qui découvrent les référentiels. Hier, j'avais fait une petite introduction avant de parler du CDIO sur le rappel de cette expérience américaine avant de créer le CDIO. Et pour moi, c'est une expérience édifiante très très importante pour ceux qui démarrent un processus. C'est éventuellement de partir de là, c'est-à-dire qu'il y a un constat et puis il y a des choses à construire avec ses moyens, à construire avec sa politique, à construire pour un avenir et faire les choses d'une manière progressive. Les référentiels, donc l'accréditation, sont divers, les agences sont diverses, donc ça se rejoint un petit peu dans les grandes lignes, mais un établissement, je considère qu'il doit avoir toute la latitude de commencer petit et de progresser, donc prendre le temps de construire une équipe pour pouvoir gérer tout ça. Mais avant d'aller à l'accréditation, il y a quand même quelque chose d'essentiel à travailler, c'est le système d'assurance qualité. Parce que quand on a un système d'assurance qualité, on a la possibilité de rédiger sa politique qualité, d'avoir des engagements, d'avoir des processus donc, qui sont complètement établis. Et là, ça facilite énormément le travail pour la suite. Donc, il ne faut pas absolument avoir des références qui ont été exécutées dans des établissements qui ont des moyens, qui ont de très très forts moyens, et se dire on va copier la même chose. Moi, je considère que chaque établissement doit donc connaître son contexte et élaborer sa politique, comment faire. L'essentiel, c'est de dégager les compétences qu'il peut donner aux étudiants et travailler sur une amélioration continue de tout son système. Et une fois que les choses commencent à se stabiliser, là, on passe à demander une accréditation labellisée. Donc, au CAF, là, vous êtes pénalisé pendant 2 bonnes années au minimum
même si vous allez demander à être accrédité par une autre agence que la CPI, vous n'aurez pas le droit. Et surtout pas, il faut pas le faire. Il va falloir prendre le temps que les idées soient beaucoup plus matures et que votre système donc, tienne la route pour reprendre la main. Et à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il faut se préparer. Voilà. Un élément. Juste parce qu'on en a parlé hier avec plusieurs collègues, sur ma présentation, il y a la référence, il y a le lien du site de MEDACRE, sur lequel il y a beaucoup de documents sur le référentiel de MEDACRE avec un exemple bien détaillé sur comment faire les objectifs du programme, les acquis de formation, les fiches modules carrément. Donc je vous invite à voir ce lien, c'est très très intéressant. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis professeur à l'Université de Lorraine, le dossier de l'Université centrale. Il y a une confusion en Tunisie entre tout ce qui est label à l'agence. Et c'est pour ça que je posais la question à la CPI. Est-ce que le process, si on passe par un label CPI, comme on a parlé tout à l'heure du pré-dossier, si on passe par un autre pays comme l'Allemagne, tout ça c'est plus rapide. D'accord. Pour d'autres, si on passe par la CPI, je sais que la CPI est trop chargée, comme ce qui s'est passé, tous les reporters en 2023-2024, malgré que le dossier est très sélectionné, pré-dossier qui est sélectionné, est-ce qu'il n'y a pas une harmonisation au niveau européen pour les gens qui sont à l'étranger? Il y a des délais spécifiques. Parce que si on passe par l'Italie, on passe par l'Allemagne, ça passe par tout le monde. On passe par la CPI, c'est plus compliqué. Deuxième chose, j'aimerais bien insister sur la salle, il y a une différence entre un label, AMS, et une accréditation. D'accord? Ce n'est pas la même chose. On a, par exemple, il y a des écoles qui ont souhaité faire une accréditation directe. Je reviendrai sur la deuxième question qui concerne le ministère. C'est que en Tunisie, on ne peut pas demander l'accréditation État à la CPI, donc on peut donner des labels OAS, ce que ça prend du temps. Tout le monde est engagé dans ce processus, ça coûte de l'argent. Deuxième chose, le ministère vient de mettre en place un comité d'accréditation. C'est quoi? Comment on va faire le chaînage entre les gens qui ont bossé pendant des années et la nouvelle accréditation, la nouvelle réforme? Comment on peut est-ce qu'il faut refaire de zéro avec la nouvelle? Il faut oublier celle qui était donnée par l'aéroport? Ça, c'est une question que je pense qu'il faut regarder, parce que le processus est lent. Et si on va encore perdre du temps, jusqu'à 2030, on n'est pas encore accrédité, étant donné les délais. Donc je pense qu'il faut faire une passerelle entre les gens qui ont fait de l'EROIS, les écoles qui sont dans le process, qui vont arriver, parce que l'accréditation n'est pas encore mise en place, on ne sait pas comment ça va se faire, quel délai, et ainsi de suite. Je ne sais pas, parce que là on parle d'accréditation. Je parle d'accréditation. La CDI est là, c'est accrédité. Pour moi, le plan d'ingénieur, c'est accréditation. Le reste, c'est des labels, c'est des. Merci. Donc, si je peux. Bien. De on a maintenant, on peut faire l'accréditation avec le label RACE. Ce sont de grandes agences. Ça veut dire que chaque université peut sélectionner tel qu'il veut. Il a de plus et de moins pour chaque sélection. Par exemple, peut-être que c'est trop vite, utilise l'agence Kazakhstan, mais probablement c'est difficile à mettre tous un Kazakh pour être évalué au Finlandais ou au PC. Mais c'est la décision de chaque institution à quelle agence ils vont résoudre. Quand vous avez, j'espère que pas très loin, une agence tunisienne, il faut être elle-même accréditée vers NA2E, comme le fait CTI, comme fait tous les autres, pour donner ça.
Mais tout ce que vous avez avant, c'est reconnu, il n'a pas perdu. Donc, toutes les procédures, tout le process que vous faites pour faire la qualité, l'assurance de qualité, c'est très important, il va continuer. Donc, le label, c'est seulement la vérification que vous êtes dans le chemin. Mais le chemin, c'est le plus important, ce n'est pas le label, ce n'est pas la certification, ce n'est pas l'accréditation. Il faut être concentré, être meilleur chaque jour et améliorer la qualité du programme. C'est ce que je peux ajouter. Je sais s'il y a d'autres choses que tu veux ajouter. Je connais plus de problèmes que ça. Donc sur la première question, je pense que quand on fait la différence entre, je pense sous le contrôle de Didier, bien sûr, la CTI et l'agence allemande, la CTI a une charge assez lourde chaque année, donc un programme assez plein. Donc, par contre, en Allemagne, comme vous le savez, l'Allemagne c'est une fédération et elle n'a pas une agence, elle a 12 agences fédérales. Une de ces 12 agences, celle qui est la plus connue en Tunisie, c'est ASI. Donc, par conséquent, elle est beaucoup moins sollicitée, déjà en Allemagne, ou en Europe même. Okay. Donc, elle peut venir plus facilement en Tunisie. C'est ce qui explique un petit peu le retard occasionné quand on présente une demande à la CTI par rapport à Asie. Alors, donc pour répondre à la deuxième question, le positionnement national. Je vais faire un parallèle par rapport à ce qui s'est passé en France. En France, en 2013, la loi sur l'enseignement supérieur a été modifiée. Et dans cette modification, il y a eu quelque chose d'essentiel, c'est qu'on a remplacé le terme habilitation par accréditation. Okay. Donc nous, en Tunisie, on continue de parler habilitation. C'est donc ce que l'on appelle actuellement habilitation institutionnelle ou formative ou autre, donc en Tunisie, c'est tout à fait équivalent à ce qui s'appelle en Europe accréditation formative ou institutionnelle. D'accord? Alors, heureusement pour nous, aujourd'hui, il existe donc une loi qui permet de créer une nouvelle agence, l'agence latérale, l'agence tunisienne donc d'évaluation et d'accréditation. Elle a été créée en juin 2022 et actuellement le cabinet du ministre s'active pour créer la structure administrative. Et une fois que cette structure administrative sera créée, ce qui va se faire assez rapidement, ce ne sera pas 2040, ce sera, je pense, dans les prochains mois. Il y aura donc une structure administrative et à ce moment-là, donc, cette agence doit travailler sur le dossier de l'évaluation dans le sens d'une accréditation nationale. Ce que, personnellement, je recommande, c'est que les établissements tunisiens, publics ou privés, n'ont absolument rien à aller chercher à l'étranger une accréditation qui ne soit pas l'habilitation. Ils ont leur habilitation nationale. Elle est largement suffisante, elle est équivalente à n'importe quelle accréditation nationale étrangère. Donc il y a cette petite confusion qu'il faut absolument relever. Okay. Si pour des raisons commerciales ou autres, on cherche un label, ok, on va donc essayer de monter un dossier d'accréditation labellisé. Mais aller chercher une accréditation d'un autre pays, donc moi, dans mon lexique, je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher une accréditation nationale d'un autre pays. Il suffirait que, dans la réglementation tunisienne, on parle d'accréditation et donc le problème est complètement résolu. J'ai rajouté quelque chose. Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que je voulais dire juste avant.
Effectivement, il y a peut-être eu une confusion hein, quand j'ai parlé de l'admission par l'État hier par la CTI. Bien entendu, l'admission par l'État français, c'est quelque chose qui n'a aucun sens en dehors de la France. Hein, d'accord, donc ça a un intérêt pour des étudiants qui veulent venir travailler en France, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc on est d'accord, hein, je suis d'accord avec ce que disait Ahmed, ça n'a pas de sens. Ça peut, voilà. Et par ailleurs, le label RACE, c'est effectivement bien un label, alors je ne dirais pas commercial, je dis que c'est quand même une étiquette qui permet aux étudiants, aux ex-étudiants de se promener en Europe ou ailleurs et d'avoir une reconnaissance qui est vue globalement au niveau européen. Nous, en général, les écoles françaises, quand elles postulent pour leur accréditation et leur renouvellement d'accréditation, très souvent, elles demandent aussi le label RACE, pas toutes. Mais et certaines, on ne peut pas leur donner alors qu'on donne l'accréditation, parce qu'il y a des critères qui sont un peu différents. Voilà, et donc c'est un plus, mais c'est pas la même chose. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est pour rebondir sur effectivement le point sur MEDACRE, je vous invite à effectivement être bien au clair du référentiel MEDACRE, parce que c'est celui qu'on devrait, alors on est en retard, mais qu'à la CTI, on devrait utiliser quand on fait un déplacement pour un audit pour le label RACE tout seul. Donc comme en Tunisie, on fait que le label RACE tout seul, donc c'est pas REO le référentiel, c'est les deux AFSG qu'on retrouve dans le dossier MEDACRE. Voilà. L'horloge avance, il nous reste peut-être le temps pour les accréditations, donc CTI reconnaissance par l'État, sachez que il faut que le ministère des Affaires étrangères fasse la demande aux Tunisiens, fasse la demande au ministère des Affaires étrangères en France pour que les diplômés puissent travailler. Ça n'a jamais été fait. Aucune demande à ce jour n'a été faite pour transposer cet effet de l'accréditation nationale française. Voilà, donc il faut se concentrer sur le label. Là, on est beaucoup plus tranquille. Une dernière question ici. Merci. Donc, c'est le ministre professeur à l'École nationale électronique et télécommunications. Je suis l'ex-directeur de l'école. En fait, j'ai suivi la démarche ou le processus d'accréditation de l'école. On a eu le label RACE au mois de juillet dernier. Je vais parler un petit peu de quelques difficultés, on va dire, concernant la définition des acquis d'apprentissage, des acquis de compétences, que, à mon avis, ça devrait être émané donc, des référentiels métiers. Et le problème, c'est qu'en Tunisie, donc, on ne dispose pas vraiment de référentiels métiers qui nous permettent donc, de remonter donc, à ces acquis de compétences. Pour nous, peut-être on a la chance quand nous avons donc, pour notre domaine de spécialité, donc, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, on a travaillé avec la Fédération nationale des technologies de l'information et de la communication qui ont un excellent référentiel métier. Donc, ce qui nous a permis donc, de diagnostiquer nos plans de formation, de mettre à jour nos formations à partir donc, de ce référentiel métier. Mais pour les autres spécialités, je sais que nous avons le référentiel tunisien de métiers et de compétences, l'RTNC, qui est développé par l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, mais ce référentiel, je vois qu'il est un peu limité donc, aux formations professionnelles, donc niveau BTS, niveau même pas technicien. Donc à mon avis, il est bon d'avoir en Tunisie donc, un référentiel métier donc, pour les métiers d'ingénieur. Donc la solution qu'on
trouve souvent, c'est de faire recours à des référentiels étrangers. Donc des référentiels du Canada, de la France. Voilà, donc c'est juste un petit commentaire par rapport donc, au référentiel. Merci. Petite réponse sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui manque à notre processus, c'est les référentiels métiers. Les derniers mois m'ont permis de voir que beaucoup de ministères actuellement travaillent chacun dans son petit coin sur les référentiels qui le concernent. Et ça part vraiment dans tous les sens. Et ça ne se fédère pas, malheureusement, parce qu'il faut quelque part que nous arrivons à fédérer nos efforts, parce qu'un référentiel métier et compétences, s'il n'est pas fait pour l'université, on perd en quelque sorte quelque chose. Alors à la DGRU, on a 3 directions. Donc depuis un mois et demi, l'une des directions est devenue la direction tunisienne, donc qui s'occupe des référentiels métiers et compétences pour l'avenir. Et son rôle est de fédérer, son rôle est de réunir tous les partenaires, donc, tous les ministères, l'UTICA, etc., pour focaliser sur les référentiels métiers et compétences selon une démarche unifiée. Donc j'espère que dans les mois et les années à venir, ça va donner un fruit. C'est que vous ne soyez pas dans des situations où vous allez cavaler pour trouver des réponses pour construire votre offre de formation. Voilà. Je pense qu'il est temps de clôturer sur cette information positive. Au nom du comité d'organisation, je tiens à vous remercier de votre présence à ce colloque. Tout particulièrement nos orateurs, donc José Carlo, Dominique, Émilie, Stéphane qui est rentré, Madame Marie-José qui est déjà repartie, et que l'on remercie évidemment. Je voudrais en profiter pour remercier grandement le comité local, donc Adèle et Monsef, qui sont les chevilles, oui, et Véronique bien sûr, qui sont les chevilles ouvrières de l'organisation. Nos collègues de l'ATM, sans qui tout ceci n'aurait pas pu se faire. Et puis bon, l'agence qui nous accompagne en fait ici, qui nous a voilà. On signera ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ahmed, je te laisse. Alors, juste, on n'a pas le temps trop de parler de MEDACAD 5. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on a eu les réponses à votre questionnaire que l'on avait envoyé savoir. On va prendre en compte toutes les remarques de Najwa pour fabriquer notre questionnaire qui nous permettra un peu d'évaluer déjà comment vous avez jugé cette utilité de ce colloque-là. Il y aura un espace pour vous projeter également, et puis on essaiera de faire une réponse de ça en complétant. Merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin à Ahmed. Merci. Merci Olivier, merci à tous, merci Cétal, merci aux organisateurs, merci à vous tous, merci aux conférenciers. Certains sont venus de très très loin. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'arriver enfin à la clôture de cet événement. Je garde juste un mot de tout ce qui ressort. Quand on parle de compétences aujourd'hui, de certification, etc., c'est toute une chaîne de valeurs. Donc, importante les unes aux autres. Et personne ne peut résoudre les problèmes dans son petit coin. Et c'est ce qui fait que, quand on est ensemble, donc quand on dissémine les expériences des uns et des autres, on sort gagnant. Voilà. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée et continuer à travailler tous ensemble sur ces aspects. Merci. Merci.